S'il y a un avantage d'avoir un podcast, il y en a plein, c'est entre autres de voir les sujets qui intéressent et ceux qui intéressent moins les personnes qui écoutent. Et si l'écologie, ça a été un sujet qui a énormément intéressé et qui pour moi me semble essentiel, j'en ai fait un livre. Aujourd'hui, je vois bien que c'est un sujet qui n'intéresse plus personne. Mais par contre, ce que j'observe aussi, c'est que la géopolitique, ça c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on va parler de la géopolitique climatique, la géopolitique de l'écologie justement. Un sujet auquel vous aviez sans doute jamais songé, j'imagine. Vous n'avez jamais envisagé l'écologie comme une révolution industrielle, l'écologie comme un outil de puissance. Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer entre les grands blocs, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis et l'Europe. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir David Jayes, qui est co-auteur d'un livre qui s'appelle La Révolution obligée. Et il l'écrit avec un géographe qui s'appelle Xavier Desjardins. Et avec David, on va vraiment parler des différents modèles, des limites, de pourquoi, depuis les années 70, on n'a pas fait grand-chose. Et vous allez voir comment la Chine s'est mis en ordre de marche, comment les États-Unis se sont mis en ordre de marche d'une manière ou d'une autre, alors avec des stratégies qui sont très différentes entre la Chine et les États-Unis, et comment l'Europe peut se mettre en marche. Et donc c'est un discours qui est positif, pas positif dans le sens où on va dire tout va bien se passer, ça va être génial, c'est pas ça, mais plutôt de se dire en fait c'est une révolution industrielle qu'on est en train de vivre, l'écologie est un outil de puissance et il faut sortir de ces logiques que l'écologie c'est forcément punitif, que l'écologie c'est forcément l'austérité, ça peut être autre chose. Et je vous invite à écouter cet épisode, je pense que ça va beaucoup vous plaire, ça va vraiment vous intéresser. Je vous laisse l'écouter, allez Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour David, comment ça va ? Bonjour Greg, content de te retrouver. Bah ouais, ça fait un petit moment quand même qu'on s'est pas parlé sur ce podcast. Oui, mais j'ai l'impression que tu rythmes ma vie, parce que les moments où je sors des livres, c'est des moments importants pour moi, et à chaque fois tu me fais l'amitié et l'honneur de me recevoir, souvent parmi les premiers d'ailleurs. Ouais, complètement. Et j'en suis très heureux, c'est une sorte de présence, une sorte de scansion dans ma vie. On va parler, alors, de manière assez intéressante, et d'ailleurs c'est une information que tu n'as pas nécessairement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je remarque que désormais, quand je parle d'écologie sur mon podcast, les épisodes, ils ont beaucoup moins de succès. En fait, ça n'intéresse plus personne. C'est-à-dire que, je sais pas si ça n'intéresse personne, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a encore 1 an ou 2, les gens, ils adoraient les épisodes sur l'écologie. Aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, ces épisodes-là, ils n'ont plus de succès. J'aimerais bien avoir ta réaction sur ce truc. Tu es pas le seul à dire ça. J'ai discuté avec plusieurs patrons de presse récemment, avec des sondeurs aussi, qui m'ont dit que l'écologie ne faisait plus recette. Par exemple, quand un journal fait la une sur un sujet écologique, les ventes sont moindres. Je pense qu'il y a 3 raisons qui expliquent ça. La première, c'est dans notre économie de l'attention, on a une saturation de contenus qui sont liés à l'écologie, alors qu'il y a 5 ou 10 ans, on avait encore un effet de relative nouveauté, de rareté. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir une radio, une télé sans entendre parler de la fonte des neiges ou des glaces, des méga-feux, des inondations, ou bien de la politique climatique de telle entreprise, de tel pays. Donc, on est saturé d'écologie. En tout cas, on est saturé de discours sur l'écologie. Et l'un des paradoxes qui ouvre notre livre avec Xavier Desjardins, c'est pourquoi autant de discours et aussi peu d'actes. On y reviendra tout à l'heure. Mais l'inflation des discours fait que les gens, forcément, prêtent moins l'oreille. C'est comme l'inflation monétaire. Quand les prix augmentent, l'argent vaut moins. La deuxième raison, qui est, à mon avis, conjoncturelle elle aussi, c'est que nous sommes dans un moment où les conflits classiques, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, ont tendance à recouvrir l'actualité. Et les conflits, c'est toujours des sujets chauds. Telle attaque, tel bombardement, tel missile, ça captive les opinions et c'est une temporalité très courte, d'urgence. Les questions écologiques, les questions climatiques, c'est des questions de long terme, complexes, qui nécessitent une connaissance scientifique,
Et agir pour sauver la planète ou sur le climat, c'est prendre des actions maintenant pour dans très longtemps. Donc il n'y a pas cette dimension de chaleur. Et donc quand il y a une sorte de compétition cognitive entre un conflit chaud, une actu chaude et les questions climatiques, c'est toujours l'actu chaude qui l'emporte. Michel Serres, qui était un philosophe que j'aimais beaucoup, il prenait déjà en 1990 l'exemple du duel au gourdin, un tableau du peintre espagnol Goya où on voit deux personnages s'écorcher, s'affronter très violemment à coups de gourdin. Et ils sont tellement concentrés sur le fait de détruire l'autre qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sur des sables mouvants et qu'ils sont tous les deux en train de s'enfoncer. Et c'était une très bonne métaphore, selon Michel Serres, du fait que nous sommes passionnés par nos querelles d'hommes, par nos guerres, par nos conflits, et à être trop absorbés par ces conflits entre les hommes, entre les sociétés, entre les États, nous en oublions que nous sommes en train de détruire notre habitacle, la planète. Une troisième raison, Grégory, si tu me permets, je te permets. qui est plus structurelle, et fondamentalement, le livre est une tentative de répondre à ça, c'est que 95% des contenus d'écologie qui sont produits aujourd'hui sont des contenus chiants, moralisateurs, culpabilisateurs, doloristes. Bruno Latour, dans un de ses derniers livres, disait on a réussi l'exploit d'être à la fois moralisateur et chiant. En tout cas, l'écologie politique. Quand ils disaient c'est l'écologie politique. Et fondamentalement, le sujet, c'est d'arriver à parler de climat, à parler d'écologie, en étant dans le mouvement, dans le désir, dans l'histoire, dans la puissance. Et c'est tout le projet du livre que j'ai écrit avec Xavier Desjardins. Est-ce que tu crois pas? Moi, j'aurais tendance à positionner deux. Alors, il y en a une qui ressemble à ta dernière option. La première, ce serait d'abord parler d'écologie, ça sert à rien, puisque de toute façon, depuis les années 70, on voit une inaction totale des politiques. C'est-à-dire que, pour reprendre Emmanuel Macron, ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Je sais pas, a priori il est là, hein, mais il est absolument pas écologique. Ou en tout cas, bien sûr, le gouvernement en dira autre chose, mais pour moi, en tout cas de mon point de vue, les efforts qui sont menés, ils sont complètement minimes par rapport à la réalité de la problématique. Et la deuxième, peut-être, c'est aussi que ce qu'on nous vend, c'est l'écologie punitive, l'éco-terrorisme, c'est génial. C'est-à-dire que le gouvernement actuel, qui a donc mis l'écologie au premier rang, nous parle d'éco-terrorisme, comme si c'était possible d'être un écologiste et un terroriste. C'est assez étonnant comme vocabulaire, mais c'est intéressant. Et on nous parle d'austérité, on nous parle d'écologie punitive, alors qu'en réalité, on pourrait, et c'est un ami qui s'appelle Michael Dandrieux, qui est sociologue, qui a fait cet exercice en disant, mais est-ce que l'austérité, c'est pas aujourd'hui, finalement? Est-ce que la pauvreté, c'est pas aujourd'hui, parce qu'on est pauvre? Tout le monde a envie si je te demande à toi, si je demande à toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous avez envie d'être heureuse? Tout le monde va dire oui, bien sûr. Mais alors pourquoi, en fait, quand on sait ce qui rend heureux, parce que finalement, il y a des tonnes d'études sur le sujet, en particulier celle de Harvard, tu vois, qui est la plus longue étude sur le bonheur, et on sait très bien ce qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est ta santé, c'est la profondeur des liens que tu vas avoir, c'est de trouver de l'impact, c'est de pas être trop stressé, de prendre le temps, etc., etc. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on fait exactement l'inverse. Et finalement, on est pauvre de tout ça, parce qu'on est pauvre d'air sain, on est pauvre d'eau potable sans plastique, on est pauvre de silence, on est pauvre d'espérance de vie, on est pauvre de tout ça. Donc est-ce que l'austérité, c'est pas aujourd'hui, et que demain, finalement, ça pourrait pas être l'abondance de choses qui sont importantes pour notre bonheur? Et tu vois, rien que ce retournement qui est assez simple, finalement, mais que personne ne fait, parce qu'à chaque fois, on est là en train de dire arrêtez de prendre votre voiture, arrêtez de consommer, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça. Donc on est toujours dans la punition, on est toujours dans l'austérité, on n'est jamais vraiment dans un discours de générosité. Enfin, tu vois, de se dire, mais en fait, demain, c'est l'abondance. Tu vois, un petit peu comme dans ce livre, je t'en avais parlé un tout petit peu, mais qui s'appelle Ecotopia, qui est des années 70, mais qui est passionnant, ce roman, que je conseille à tout le monde. Tu vois ces deux trucs-là? Bien sûr.
il y a deux questions dans ta Ouais, question. bien sûr, pardon, c'était très long. La première, c'est pourquoi aussi peu d'actions. Alors, je dirais pas une action. Je dirais des actions désordonnées qui ne nous permettent pas de réussir la transition. On voit bien qu'en Europe, par exemple, les deux formes d'action privilégiées, c'est soit ce qu'on appelle le prix du carbone, taxé. Combien ça coûte une tonne de carbone? Alors, ça dépend selon quelle méthodologie et où le prix du carbone n'est pas fixé au même endroit partout dans le monde. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que la taxe carbone, elle va de 1 centime dans certains pays à $155 en Uruguay. Ouais. C'est fou. Non, mais rien que ce truc, c'est un Donc, centime. en soi, c'est bizarre parce que le carbone, il ne connaît pas les frontières. Ouais. Si on voulait vraiment que les gens arrêtent d'émettre du carbone, il faudrait un prix universel, mondial, ce qui n'est pas possible. C'est possible, mais il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Et c'est à mon avis très, très improbable en tout cas. Voilà. Donc la taxe carbone, les systèmes de prix, les échanges de quotas, les fameux droits à polluer en Europe, ça c'est le premier moyen d'action. Et le deuxième moyen d'action, c'est des normes et en particulier des interdictions. Donc par exemple, interdiction à partir de 2035 de vendre des voitures à essence ou à diesel. Je ne dis pas que ce n'est pas des choses importantes, c'est même des choses structurantes. Mais effectivement, ça s'inscrit dans une logique qui est celle du moins, qui est celle de la contrainte, qui est celle de la punition, et pas du tout dans une logique qui est celle du progrès. Et donc il faut complètement déplacer les termes. Il faut se demander, plutôt que de se demander qu'est-ce qu'on va enlever, à quoi on va renoncer, il faut se demander qu'est-ce qu'on va gagner. Et c'est difficile de le faire parce qu'on n'a pas les outils, y compris les outils statistiques pour mesurer les gains. Je vais prendre un exemple très concret. Si demain, on incite pour les déplacements de moins de 3 km par jour à faire de la marche à pied ou du vélo, il est évident que les gens qui vont pratiquer la marche à pied ou le vélo, alors qu'avant ils étaient toujours en voiture, qu'ils étaient très sédentaires, ils vont être en meilleure santé. Il faudrait qu'on arrive à mesurer les bénéfices, ce qu'on appelle les co-bénéfices, les co-bénéfices de ces politiques sur la santé publique, sur la santé mentale. Ils sont immenses. De la même manière, si demain on considère qu'on ne peut plus construire des villes qui s'étalent à perte de vue comme à Los Angeles où on a des dizaines de kilomètres et on ne peut pas aller faire une course sans prendre sa voiture, mais qu'il faut au contraire faire le pari de la densité. Ce que j'appelle l'intensité d'usage, c'est-à-dire que pour un même immeuble, on a plusieurs usages en fonction du moment de la journée. Je prends l'exemple des cantines d'entreprise. Une cantine d'entreprise, aujourd'hui, elle sert lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en moyenne 2 heures, de 12h à 14h. Le reste du temps, c'est des milliers de mètres carrés dans les grandes entreprises qui ne servent à rien. Pourquoi construire des bâtiments et consommer des espaces naturels ou agricoles alors qu'on pourrait rentabiliser cet espace en accueillant par exemple des associations, en accueillant différentes activités. Mutualiser, intensifier l'usage. C'est un exemple très concret en réalité de solutions qui nous permettent en fait de renforcer le lien social. Parce que si les gens vivent plus près de leur travail pour pouvoir s'y rendre en vélo, si on rentabilise mieux les espaces qu'on habite, les gens vont davantage se croiser. Et donc on va renforcer le lien social. Donc on renforce la santé, on renforce le lien social, on renforce la santé mentale. Il y a plein de bénéfices à la transition qu'on n'évoque presque jamais parce qu'on préfère se focaliser sur les aspects punitifs et aussi parce qu'on n'a pas toujours les instruments pour mesurer concrètement ces bénéfices. Est-ce que tu connais évidemment cette courbe de l'incompétence? Donc au début on est incompétent mais de manière inconsciente. Au fur et à mesure on devient conscient qu'on est incompétent. Et puis au fur et à mesure on construit une compétence consciente. Est-ce que nos politiques ne sont pas incompétents mais inconsciemment? Et d'ailleurs, il y a le directeur de la stratégie d'une très grande entreprise française qui fait 120 milliards de chiffre d'affaires, donc tu vois, c'est un gros truc, qui me disait, en fait, c'est pire que ça. La réalité, c'est que nos systèmes, nous, êtres humains, donc au niveau organisationnel, individuel, collectif, nous sommes optimisés à faire l'inverse du chemin
si tant est qu'il y ait une vraie volonté, c'est pas encore dit d'ailleurs qu'il y a une vraie volonté d'aller dans ce sens-là, mais pour certaines personnes, il y a une vraie volonté d'aller dans ce sens-là quand même. Et ben en fait, on est optimisé pour faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, et on voit bien à quel point on ne sait pas intégrer l'écologie dans nos équations, on ne sait pas comment faire. Et peut-être que, à l'instar de ce livre d'ailleurs, la solution, elle est dans le c'est-à-dire en fait de faire à plusieurs... J'aimerais bien comprendre d'ailleurs comment vous vous complétez avec ton co-auteur. Ah bah c'est simple, je peux te raconter comment le livre a été écrit. Ouais. En fait, mon co-auteur, qui est un type formidable, s'appelle Xavier Desjardins, c'est un grand géographe, grand urbaniste, spécialiste de plusieurs sujets comme la mobilité, la voiture, le foncier, le zéro artificialisation nette. Il est prof à la Sorbonne et il travaille dans un cabinet, une coopérative qui s'appelle Acadie et qui conseille beaucoup les collectivités territoriales sur leur plan d'aménagement ou d'adaptation au changement climatique. Donc il a cette double casquette d'universitaire et en même temps d'expertise et de consultant. Et on s'est retrouvés il y a 2 ou 3 ans dans un colloque sur le renouveau de la planification et on s'est bien entendu. On a trouvé que nos réflexions avaient beaucoup d'écho. Lui, il est plus géographe, moi je suis plus expert à la fois politique et économique. Mais on avait les mêmes préoccupations sans forcément venir du même endroit. Et on s'est dit, pour approfondir ces réflexions, pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas un séminaire où on prend des objets de transition très concrets, comme l'eau, la forêt, la voiture, et ces objets, en réalité, on se demande comment est-ce qu'on construit un chemin de transition. C'est quoi une politique de l'eau dans le monde de l'après-carbone ? Et dans le monde de l'après-transition écologique au sens large. C'est quoi une forêt régénérative qui ne va pas simplement être utilisée pour la chasse ou pour le prélèvement du bois, mais qui va aussi servir à être un havre de biodiversité ou à séquestrer du carbone. Donc on s'est posé ces questions très concrètes et on a invité dans un séminaire fermé des dirigeants publics, des dirigeants privés et des experts à réfléchir de bonne foi à ces questions. Et on a appris plein de choses. Et on s'est dit, ce serait dommage de laisser ça simplement dans un coin sur une étagère. Faisons-en un livre pour le grand public. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de livre qui s'appelle La Révolution obligée, où on essaie très exactement, pour répondre à ta première question, de montrer qu'on peut y arriver. C'est une affaire de conduite du changement. Les entreprises, les entrepreneurs connaissent bien ça. Ils ont été confrontés à des disruptions énormes. Quand le digital est arrivé, le monde de la photographie argentique a été disrupté. Il y a des entreprises comme Kodak qui n'y ont pas survécu parce qu'elles n'ont pas su adapter leurs procédés, leur stratégie, leur organisation. Et il y en a d'autres qui, au contraire, ont prospéré dans le monde du numérique. Nous disons, la thèse très forte du livre, c'est de dire, en fait, la transition écologique, c'est pas un problème de moralisation, de culpabilisation, d'interdiction, de taxes, de normes. C'est-à-dire la façon dont on la présente aujourd'hui, qui est chiante, qui est terriblement ennuyeuse. C'est d'abord une révolution industrielle. C'est une révolution industrielle aussi importante et peut-être même plus importante que la révolution du charbon et du train au 19e siècle. Et cette révolution industrielle, elle va tout bouleverser. Elle va bouleverser notre organisation sociale, nos transports, notre agriculture, la relation entre le public et le privé. Donc il faut prendre comme point de départ qu'on est dans une révolution industrielle et comment est-ce qu'on arrive à accompagner et à conduire au mieux cette révolution industrielle, parce que la différence avec le 19e siècle, c'est que cette révolution industrielle, on n'a que 30 ans pour la faire. Parce que la neutralité carbone et même la neutralité écologique doit être atteinte pour les années 2050. La révolution du 19e siècle, ça commence à la fin du 18e et ça dure jusqu'en 1920 en réalité. Là, on a 30 ans. Donc c'est une révolution sous contrainte. Et comme on a peu de temps, les pouvoirs publics vont jouer un rôle important, un rôle de stratège, un rôle de planificateur, un rôle d'investisseur aussi. Et donc, le point de départ du bouquin, c'est de dire, si on prend l'écologie comme un problème de révolution industrielle, tout d'un coup, tout s'éclaire et tout change. Ça devient hyper enthousiasmant.
Parce qu'il y a plein d'innovations. Il y a plein de façons de réinventer le logement. Il y a plein de façons d'imaginer les relations entre les hommes dans une société. Il y a plein de façons de manger différemment. Il y a plein de façons de reconstruire des usines ou de reconstruire une politique minière. Tout ça est passionnant, tout ça est enthousiasmant, mais il faut bien cadrer d'abord ce que c'est que l'écologie comme une révolution industrielle. Mais en même temps, il y a... Et vous en parlez, donc c'est pas une transition, ce que tu dis, c'est d'abord c'est une révolution. Oui, c'est pas une transition. D'ailleurs, le mot transition, on l'aime pas beaucoup. On est d'accord avec l'historien Jean-Baptiste Fressoz quand il dit que dans le passé, il n'y a pas eu de transition énergétique. Oui, non, jamais de transition. Le charbon n'a pas remplacé le bois. Hein, on n'a jamais consommé autant de bois que pour construire les mines de charbon. Et le pétrole n'a pas remplacé le charbon. On continue à consommer. On n'a jamais consommé autant de charbon dans le monde que l'année dernière, en 2023. On passe un petit coucou à nos amis chinois. Exactement, et indiens. Et allemands. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de transition énergétique. Il y a eu des additions. Là où on a un enjeu majeur, c'est qu'on doit, pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'énergie, changer de socle énergétique, c'est-à-dire pas ajouter des couches d'énergie, sortir des énergies fossiles, donc charbon, pétrole et gaz, pour aller vers un socle énergétique entièrement décarboné, qui s'appuie sur les énergies renouvelables, sur le nucléaire, sur l'électricité décarbonée, et qui fasse plus de part à la sobriété, bien sûr, hein, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Mais tu vois que l'opération, fondamentalement, est différente. Ce changement de socle énergétique, c'est une révolution industrielle, pour une simple et bonne raison, c'est que l'énergie, c'est le sang de l'économie et c'est le sang des sociétés. Si tu changes le sang qui circule dans ton corps, bah, tu révolutionnes complètement le fonctionnement de ton corps. Et donc, il est évident que derrière ce changement de système énergétique, on va avoir tout un tas d'innovations, notamment en matière d'efficacité énergétique. Comment est-ce qu'on arrive à produire de l'électricité, de la lumière, comment est-ce qu'on arrive à faire de la viande, à déplacer des trains en consommant moins d'énergie. Donc ça va demander beaucoup d'innovation. Donc le propre d'une révolution industrielle, c'est d'apporter de l'innovation. Et ça va coûter énormément d'argent. Et le propre d'une révolution industrielle, c'est aussi de coûter énormément d'argent en capex, c'est-à-dire en investissement. Le taux d'investissement va très fortement augmenter dans l'économie. Il y a quand même une différence avec la révolution du charbon. Outre les 30 ans qui nous restent, c'est qu'il y aura moins de gains de productivité et moins de gains de confort. Parce qu'au XIXe siècle, quand on est passé de la malle-poste ou de la diligence au train, tout le monde a vu à quel point on y gagnait. Le train, c'est confortable, ça va 10 fois plus vite, on peut lire. C'est un gain de confort extraordinaire. L'électricité a apporté, on parlait d'ailleurs à l'époque de la fée électricité, ça avait un côté féerique, magique, ça a apporté un confort dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la vie des gens qui est absolument incroyable. Là, on entre dans un monde où les voitures diesel essence vont être remplacées par des voitures électriques et idéalement, il faut que ces voitures électriques soient moins lourdes, moins bourrées d'options parce qu'il faut aussi de la sobriété matérielle en plus de la sobriété énergétique. On va entrer dans un monde où l'avion hydrogène, c'est pas du tout garanti qu'on y arrive un jour et si on y arrive un jour, ça sera probablement beaucoup plus cher, ça sera probablement des vols de courte distance, avec moins de passagers. Donc ce que je veux dire, c'est que on va pas avoir des gains de confort matériel si on reste dans la définition moderne du confort matériel. Ouais. On va plutôt avoir, au contraire, une perte de confort, une perte de bien-être. Donc c'est une révolution industrielle, mais sans les promesses cornucopiennes de bien-être, d'abondance, de croissance et de confort matériel qui étaient celles du 19e siècle. Donc toute la question, c'est de se demander comment on compense ou on contrebalance cette légère perte de bien-être, parce que je veux pas non plus être alarmiste, les gens vont pas du jour au lendemain se retrouver dans des cavernes ou à vivre dans des micro-communautés collapsaux, ça c'est des bêtises, qui pourtant se vendent bien en librairie, mais c'est des grosses bêtises. Non, la question c'est comment est-ce qu'on compense cette légère perte de bien-être matériel par des gains de bien-être collectif, comme on en parlait tout à l'heure, en matière de santé, en matière de lien social, en matière de santé mentale, et je pourrais prendre plein d'autres exemples. En fait, en matière de bonheur, en réalité, c'est que moi, je compare ça, en tout cas dans mon livre, à moi, pardon d'y faire référence, mais entre le bien vivre et le bien-être,
c'est vrai qu'on va devoir lâcher un tout petit peu de bien vivre. Peut-être qu'on n'aura pas 2 voitures par personne, peut-être qu'on n'aura pas 3 télévisions par maison, peut-être qu'on n'aura pas 2 téléphones par personne, etc., etc., etc. Mais sans doute qu'on aura un air plus sain, qu'on sera moins stressé, qu'on vivra plus longtemps, qu'on pourra boire de l'eau sans plastique à l'intérieur, etc., etc. Enfin, c'est quand même... J'ai connu quelqu'un de très riche, je citerai pas son nom, mais qui disait souvent, il avait de l'humour. Je suis pas heureux, mais je vis bien. Ouais. Et ben, je crois que l'objectif de la révolution obligée, dont on parle dans le livre, c'est exactement l'inverse. C'est peut-être de vivre un peu moins bien, au regard des standards de confort occidentaux, mais d'être beaucoup plus heureux. C'est vraiment important parce que je pense que c'est un discours qu'on n'entend pas nécessairement. Alors, quand on réfléchit à ce que tu décris, donc vous comparez en tout cas les modèles américains, chinois et européens. Et j'ai évidemment plein de questions là-dessus. La première chose qui m'a semblé hyper intéressante dans le modèle chinois, c'est que ils envisagent d'abord de devenir l'atelier de l'écologie, alors qu'en fait, pour moi, évidemment, comme ils représentent même pas à peu près, un tiers de l'impact aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'ils représentent 33% des gaz à effet de serre, l'Europe c'est 7%, je crois de mémoire, ou 7 ou 8%, donc c'est énorme. À noter quand même qu'il y a énormément d'impacts qui sont déportés, c'est-à-dire que nous, l'impact de la Chine, c'est aussi pour produire beaucoup de choses que nous, on consomme nous-mêmes, hein, bien sûr, donc en Europe. Donc c'est un impact déporté, c'est-à-dire que nous, on a déporté notre impact en Chine et dans d'autres pays par ailleurs. Mais quand même, de se dire qu'ils veulent devenir l'atelier de l'écologie, ça m'a semblé fou. Et en même temps, dans leur stratégie, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pas la seule chose, c'est qu'ils ont intégré l'écologie dans la fierté nationale. Et ça, je trouve ça hyper fort. Parce qu'en fait, en réalité, c'est vraiment par là que ça commence. C'est-à-dire que si tu te dis l'écologie peut être un élément de notre puissance nationale, si tu te dis que l'écologie, c'est voilà, demain, nous, on sera les leaders mondiaux du domaine et ça va nous apporter énormément de bonnes choses, de manière générale. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer un petit peu la stratégie chinoise et comment ils pensent et comment ils ont déjà mis en place en réalité, parce que ça fait très longtemps qu'ils sont dessus, parce que on peut reprocher beaucoup de choses à la Chine, mais certainement pas leur capacité à se projeter à long terme. Comment ils ont mis en place, parce que c'est vrai que cette stratégie long terme autour de l'écologie. Mais ce qui est terrible avec l'Europe, c'est qu'on pense qu'on est les meilleurs de la classe en écologie. Et on voit la Chine comme juste un gros pollueur. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine représente une très très grande partie des émissions de gaz à effet de serre, plus d'un tiers, 50% de la consommation de charbon. Ils ouvrent encore des usines à charbon d'ailleurs. Ils autorisent à peu près 2 centrales à charbon chaque semaine, donc c'est un très gros pollueur. Il y a d'autres problèmes. 45% des cours d'eau sont pollués, l'air est pollué aussi. On parle d'airpocalypse à propos des grandes villes chinoises. Mais c'est très paresseux de s'arrêter là. Les Chinois sont très conscients de la crise écologique qu'ils traversent. Et ils ont défini un concept qui s'appelle la civilisation écologique, qui existe depuis une quinzaine d'années, et qui consiste à dire que la Chine doit connaître une étape de développement après le moment agricole et après le moment industriel, et que cette étape de développement, c'est l'écologie. Donc ils ont placé très haut l'ambition écologique dans leur logiciel national. Et comme tu le disais tout à l'heure, la force du modèle chinois, c'est d'avoir lié la question écologique à leur projet national. Tout comme ils avaient lié la mondialisation à leur projet national. C'est-à-dire que les Chinois n'ont pas vu la mondialisation comme une opportunité simplement de s'enrichir, mais comme une opportunité de développer la nation chinoise, d'en faire la première puissance économique mondiale et de laver les affronts de la colonisation et des guerres coloniales. Et donc ils ont eu une lecture beaucoup plus stratégique et beaucoup plus intelligente que nous de la mondialisation. Nous en Europe, on s'est dit la mondialisation c'est super, ça va permettre de faire travailler pour pas cher des ouvriers dans des pays à bas salaire, pendant qu'en Europe on va concevoir les produits et les services. C'était le fameux slogan entreprise sans usine qu'un dirigeant d'Alcatel, Serge Tchuruk, avait employé. Et
le sentiment en Europe des classes moyennes, c'est qu'on s'est fait empapaouter avec la mondialisation. Ah, clairement. Parce que les salaires ont stagné, les gens ont l'impression d'avoir perdu du pouvoir d'achat. En tout cas, ils n'ont pas gagné au change. Les classes moyennes, j'entends. Ceux qui ont beaucoup de patrimoine, ils ont plutôt gagné au change. Et là, on est à un tournant avec l'écologie. C'est-à-dire que pourquoi l'écologie énerve de plus en plus les classes moyennes ? C'est parce qu'ils ont l'impression que la façon dont elle est pratiquée en Europe, ça va encore les appauvrir. Et c'est pas faux. La mondialisation les a appauvris une première fois, l'écologie va les appauvrir une deuxième fois. Donc c'est perdant-perdant. La grande différence avec la Chine, c'est que la Chine a compris comment utiliser au mieux la mondialisation en devenant l'atelier du monde, c'est-à-dire en fabriquant des produits pour les Américains et les Européens, avec des bas salaires. Et là, ils sont en train, depuis quelques années, de comprendre que la question climatique, la question écologique, peut devenir aussi un outil pour renforcer leur puissance. Donc, pendant que nous, on a fait perdant-perdant, les Chinois, ils sont en train de faire gagnant-gagnant. Et c'est sur ça qu'on veut alerter très fortement dans le livre. C'est de dire, arrêtez de penser que les Chinois n'ont aucune stratégie écologique. En 2020, à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine allait atteindre la neutralité carbone en 2060, ce qui est un engagement absolument considérable. Et derrière, ils se donnent les moyens d'y parvenir. Ils ont un gigantesque plan industriel. C'est le premier producteur d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, de toutes les composantes des panneaux photovoltaïques. C'est un énorme producteur de pompes à chaleur. Donc tous les équipements de la transition écologique, ils sont en train de les produire et de les maîtriser. Non seulement pour eux-mêmes. Aujourd'hui, en Chine, presque un quart de l'électricité, elle est décarbonée. Mais aussi pour les autres, puisqu'ils sont en train d'inonder le marché américain et le marché européen avec des véhicules électriques de la marque BYD, par exemple, avec des éoliennes, avec des panneaux photovoltaïques, avec tout un tas de technologies, d'infrastructures, d'équipements qui sont nécessaires à la transition. Par ailleurs, comme tu le sais, la fabrication des batteries électriques, elle va nécessiter beaucoup de minerais, de matériaux. Des terres rares. Voilà, entre autres, il y a les terres rares et puis il y a tout un tas d'autres éléments miniers. Les Chinois, ils ont déjà un sol qui est très riche sur le plan géologique. Mais il y a tout un tas de minerais et de terres rares qu'ils n'ont pas. Donc ils ont pris des participations dans des entreprises minières, que ce soit au Congo, à Kolwezi, ils se sont beaucoup investis en Argentine, en en Amérique du Sud d'une manière générale. Au Congo, c'est plutôt le cobalt. L'Amérique du Sud, c'est plutôt le lithium. Ils sont en train de prendre la main sur la chaîne minière. Donc l'écologie devient pour les Chinois un instrument de renforcement de leur puissance, tout comme la mondialisation avait été un instrument de renforcement de leur puissance. Et c'est là que tu vois en quelque sorte le piège dans lequel sont tombés les Européens. Les Européens ont perdu au change avec la mondialisation, ils sont en train de perdre au change avec l'écologie, et c'est pour ça que l'écologie ennuie, voire énerve, alors que les Chinois, ils ont gagné avec la mondialisation, et là, ils sont en train de gagner avec l'écologie. Notre livre, pour te la faire très courte, en une phrase, c'est d'essayer de voir comment on peut gagner avec l'écologie en Europe. C'est du gagnant-gagnant. Mais d'ailleurs, comment tu lis, peut-être que les personnes qui nous écoutent ne sont pas au courant, moi vivant au Portugal, forcément je le suis, le rachat de l'électricité portugaise par les Chinois. C'est-à-dire qu'en fait, le Portugal, c'est le pays le plus décarboné, parce qu'en fait, c'est celui où l'électricité est le plus décarbonée, parce que quasiment l'intégralité est vert, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est la Chine qui dirige ce truc. C'est-à-dire que c'est plus du tout... Ils ont perdu la... Les Chinois, ils ont depuis une petite quinzaine d'années un projet qui s'appelle les nouvelles routes de la soie. L'idée, c'est de reconstituer les routes de la soie. On connaît tous Marco Polo, comment il était allé jusqu'en Extrême-Orient, et qu'ils avaient constitué un corridor commercial pour les marchands vénitiens, en gros, avaient constitué un corridor commercial qui traversait toute l'Eurasie. Les Chinois, ils reconstituent ce corridor, mais en partant de Pékin cette fois-ci, pas en partant de l'Europe. Et c'est un corridor de puissance. Et sur ce corridor de puissance, ils achètent des infrastructures comme des ports ou des aéroports, mais ils achètent aussi des entreprises de production d'énergie, parce qu'ils sont obsédés évidemment par leur souveraineté énergétique et par la maîtrise des circuits d'approvisionnement. Donc ils l'ont fait beaucoup dans leur zone d'influence,
en Mongolie, au Pakistan, en Asie centrale. Mais ils l'ont fait aussi en Europe dans les années 2010 parce que les pays d'Europe, notamment d'Europe du Sud, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, avaient le couteau sous la gorge à cause de la crise des dettes. Ils étaient complètement endettés. Ils ne pouvaient pas rembourser leurs dettes. Et donc, ils avaient besoin de vendre des participations dans des entreprises publiques pour essayer de renflouer un peu les caisses. Et c'est là que, de manière très intelligente, les Chinois sont arrivés en disant nous, on peut vous aider à vous renflouer, on vous finance, on vous apporte de l'argent. Les Chinois ont une capacité financière absolument illimitée parce qu'ils ont accumulé... Parce qu'ils ont gagné grâce à la mondialisation. Des réserves absolument considérables. Et donc, ils sont arrivés dans certains pays. Donc, en Grèce, par exemple, ils ont acquis des participations dans le port du Pirée, qui est le port d'Athènes, qui est absolument stratégique pour, évidemment, les nouvelles routes de la soie. Au Portugal, ils ont pris des participations dans Energia de Portugal, qui est donc consortium énergétique qui notamment s'occupe de production d'électricité. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés dans l'énergie, les transports, les infrastructures. Alors, si on est honnête, il y a eu une prise de conscience depuis quelques années et c'est aujourd'hui beaucoup plus difficile pour les Chinois de rentrer comme dans du beurre, en quelque sorte, dans les acteurs énergétiques ou dans les infrastructures en Europe. Mais d'une certaine manière, le mal est fait parce qu'il y a beaucoup de pays d'Europe du Sud où ils sont implantés durablement. Ils ont fait la même chose en Afrique, soit dit en passant, avec des techniques qui sont parfois un peu du brigandage, c'est-à-dire qu'ils arrivent en disant on vous prête de l'argent mais c'est quasiment à des taux d'usure et puis si vous n'arrivez pas à rembourser, on prend le contrôle des infrastructures. Et c'est souvent ce qui se passe. Et donc, si tu veux, on voit bien ici qu'ils ont compris que la transition énergétique, c'était indispensable. Ils ont compris que c'était très attendu par les opinions occidentales. Mais de manière très pragmatique, ils se sont dit... Devenons l'atelier écologique du monde. De la même manière que nous avons fabriqué des aspirateurs, des frigidaires, des magnétoscopes, des télévisions pendant 3 ou 4 décennies pour les Américains et les Européens, maintenant on va fabriquer pour eux des pompes à chaleur, des voitures électriques, des batteries électriques, des pales d'éoliennes, des modules en silicium de panneaux photovoltaïques. C'est 80% des 80-90% des panneaux photovoltaïques qui viennent de Chine. Oui, en fait. Ils ont quasiment le monopole et ça vient, là encore, ça vient de la crise des dettes souveraines, c'est-à-dire que l'industrie photovoltaïque était subventionnée par les pays européens. Les subventions se sont arrêtées. Dans le même temps, les Chinois ont très fortement augmenté leur production. Donc, ils ont inondé le marché européen de panneaux photovoltaïques à bas prix et l'industrie européenne a été détruite. Donc ça, c'est la Chine. Tu t'intéresses aussi, vous vous êtes intéressé aussi à la stratégie américaine. La stratégie américaine, elle est différente parce qu'elle fonctionne avec des textes de loi qui ont pour but d'avoir plusieurs impacts. Il y en a 4, si je ne me trompe pas. En tout cas, au moins pour l'Inflation Reduction Act. Donc, tu vas nous expliquer les trois textes peut-être. Mais donc, je vais les citer. Mais tu as Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs. Pardon pour l'anglais. C'est toujours difficile de passer de l'anglais au français comme ça. Chips and Science Act and Inflation Reduction Act. Et l'idée du dernier, en tout cas, c'est d'abord de créer de la production d'énergie décarbonée, mais aussi de rentabiliser les processus de production décarbonée, de réindustrialiser le pays, et c'est hyper important quand on sait ce qui se passe et quand on voit la montée de Trump aussi, et de dépolariser la vie politique. Mais ça, on va revenir aussi à la vie politique parce que l'air de rien, et on est dans une année un peu particulière comme tu le sais, je ne sais plus exactement quel est le pourcentage de démocratie qui vote cette année ou de peuple qui vote cette année, mais c'est monumental et on voit quand même la montée de l'extrême droite un peu partout, dans tous les pays. On a vu l'Argentine évidemment, on a vu bref, beaucoup de pays, les Pays-Bas. Donc, est-ce que tu peux nous parler d'abord de la stratégie américaine, comment ils se débrouillent? Parce que pareil, les Américains, dans notre tête, en fait, c'est marrant parce que nous, on le voit d'une manière idéologique, finalement, l'écologie, tandis que les Américains et les Chinois, ils voient ça de manière plus pragmatique autour de la puissance. Tu as tout dit. Alors d'abord, la première remarque qu'il faut faire sur les Américains, c'est que c'est pas eux qui sont les moteurs de l'histoire. Non. C'est-à-dire que la stratégie écologique américaine, elle arrive après le tournant chinois. C'est intéressant.
Donc, on va dire que l'ordre s'est un peu inversé. L'histoire s'écrit depuis Pékin et les Américains réagissent. Alors c'est lié au fait que quand Xi Jinping annonce la neutralité carbone, on est en 2020, en plein Covid, et à ce moment-là, les États-Unis sont présidés par Trump, qui était un climato-sceptique, dont l'un des premiers faits d'armes, c'était de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Hein. Donc les États-Unis ont perdu beaucoup de temps. Et si Trump est réélu en novembre, ce qui est une possibilité... Probabilité même. Oui, alors en tout cas, bon, moi je suis pas partie de ceux qui jouent à se faire peur en disant il va être réélu, c'est sûr, mais bon, il y a une vraie inconnue sur cette élection, surtout que l'état de santé de Biden n'est pas, à mon avis, excellent. Mais si Trump est réélu, il y a un très grand risque que ce qui a été fait ces 4 dernières années soit défait. Hein, parce que lui, il le voit pas comme un élément de puissance. Alors justement, je vais y venir. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, Biden, quand il est arrivé au pouvoir, avec son équipe, avec des gens très importants comme Jake Sullivan, Brian Deese, ils ont compris que pour intéresser les Américains à l'écologie, il fallait lier ça à la question des classes moyennes et à la question de l'industrie. Et que l'écologie, c'était d'abord une affaire industrielle. C'est-à-dire comment est-ce que on décarbone notre production d'électricité, parce que les Américains, eux aussi, étaient très dépendants des énergies fossiles pour produire leur électricité. Comment on relocalise sur le territoire des gigafactories qui font des vélos électriques, des batteries électriques pour les voitures, des pompes à chaleur. Comment est-ce qu'on développe des vecteurs d'énergie nouveaux comme l'hydrogène? Il y a un boom autour de l'hydrogène absolument extraordinaire aux États-Unis. Et ça crée des millions d'emplois industriels. Ça recrée de la prospérité, ça crée des bons salaires. En tout cas, c'est l'idée de Biden. Il a cette formule que je trouve très forte. Il dit quand on me parle climat, je pense emploi. Hein, et donc tout le projet en fait américain, c'est de construire une sorte de New Deal ou de New Deal 2.0 autour de l'écologie. Évidemment, il y a une dimension de confrontation avec la Chine. Parce que dans le plan Inflation Reduction Act, hein, qui est le plus important de ces plans, les subventions qui sont accordées soit aux industriels, soit aux consommateurs, elles sont conditionnées à ce que les choses soient faites aux États-Unis. Vous ne pouvez pas, par exemple, il y a un crédit d'impôt pour acheter des voitures électriques, $7 500 de mémoire. Ce crédit d'impôt, on ne peut pas le toucher si la voiture qu'on achète n'a pas été assemblée en Amérique du Nord et si la batterie électrique dans la voiture elle-même n'a pas été en grande partie assemblée en Amérique du Nord et si les composants matériaux ou minerais qui ont servi à fabriquer la batterie n'ont pas été prélevés et raffinés dans des pays amis. Parce que c'est évident que les États-Unis n'ont pas tout sur place. Mais il faut que les pays soient liés par des traités de libre-échange. Donc, ils utilisent la politique commerciale et la politique industrielle comme un moyen de réussir la transition écologique. Ensuite, ce qui est tout à fait astucieux dans le plan américain, c'est de dire on va donner encore plus d'argent aux zones qui sont sinistrées par la désindustrialisation. Donc toutes les subventions, elles sont majorées de 10% dans des États américains, souvent républicains, qui ont été très fortement désindustrialisés. Et donc en ce moment, on voit un boom de ces communautés industrielles qui étaient depuis 30 ans dans la déprime. Cleveland, Columbus, Detroit, Tulsa dans l'Oklahoma, qui étaient franchement moroses, qui sont souvent acquises aux républicains. Et là, on voit que grâce à l'hydrogène, grâce aux énergies renouvelables, grâce aux pompes à chaleur, grâce aux bus électriques, grâce aux batteries électriques, grâce aux infrastructures ferroviaires, et ces communautés retrouvent de la vigueur, on recrée des emplois. Alors, est-ce que ça sera suffisant ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas complètement optimiste parce que je vois que dans les sondages d'opinion, Biden n'est pas du tout crédité de ses succès. Mais c'était évidemment la bonne chose à faire et la meilleure politique à conduire. Alors on va arriver à l'Europe, on va pas non plus on va pas se fouetter le dos en se disant que l'Europe on est nul et que les États-Unis et la Chine non, parce que ça serait pas vrai. Parce que ça serait pas vrai. Aujourd'hui, on en est où ? Alors déjà, il y a plusieurs choses. D'abord, est-ce que ça doit se jouer au niveau de l'Europe ou est-ce que ça doit se jouer au niveau même pas national mais local ?
J'ai reçu Arthur Keller qui disait, lui, il croit pas du tout, évidemment, dans le survivalisme, mais il dit finalement, ça va pas forcément jouer au niveau des pays non plus, ça va jouer au niveau de régions ou de zones de environ 1 million, 2 millions de personnes. Ça peut pas se jouer à un niveau inférieur à ça, mais ça va pas forcément jouer au niveau national. Donc, est-ce que vraiment l'Europe, c'est le bon niveau? La deuxième chose, c'est, est-ce que l'Europe, c'est le bon niveau quand on voit la montée de l'extrême droite, qui sont tous climato-sceptiques en Europe, donc un peu partout. On l'a vu en Italie, en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas, en Pologne, mince, comment il s'appelle, Orban, c'est en Hongrie. On le voit évidemment en Suède monter, en France, c'est évident que voilà, c'est monté très fort. Je ne sais pas s'ils prendront le pouvoir en 2027. C'est pareil, de manière assez probable aussi. On verra bien comment ça se passe. Comment on peut aller dans le sens de l'écologie au niveau européen quand au pouvoir, et on va voir comment évoluent les élections européennes cette année, mais on va avoir beaucoup de climato-sceptiques au final. Bon, d'abord, l'Europe, c'est le continent qui a le plus fait. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans l'autoflagellation. Entre 1990 et 2020, les émissions de gaz à effet de serre en Europe ont baissé de 25%, un quart, en 30 ans. Pour se donner une idée de la marche à gravir, il faudrait que d'ici 2030, c'est-à-dire dans 7 ans maintenant, les émissions baissent à nouveau de 25%. Donc, il faut faire autant en moins de 7 ans qu'on l'a fait en plus de 30 ans. Sachant qu'en plus, le carbone, c'est une manière de le calculer, parce que c'est pas qu'un problème de carbone. C'est pas qu'un problème de carbone. Il n'y a pas qu'un problème de carbone. Là, je parle en carbone parce que c'est plus facile à quantifier, mais il y a aussi des objectifs en matière de biodiversité, d'eau, de sol, social. Voilà, les différents cycles biogéophysiques, chimiques. Mais ça donne une idée de l'ampleur de la marche à gravir. Qu'est-ce qu'elle fait l'Europe ? Aujourd'hui, l'Europe, elle ne fait que ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire des normes. Donc on a toute une ribambelle de textes qui a été adoptée dans le cadre d'une démarche qui s'appelle le Green Deal ou le Pacte Vert, que personne ne connaît. Quand on regarde les sondages, est-ce que vous connaissez le Green Deal ou le Pacte Vert ? Dans la jeune génération, 0%. Donc c'est dire à quel point... on est sur le défi du siècle, on est sur le sujet le plus important de notre époque, et personne ne connaît ce que fait l'Europe sur ce sujet. Donc on a un vrai sujet de ce point de vue-là d'appropriation. Et au-delà de ça, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des réglementations. Donc par exemple, elle va nous dire voilà la proportion de carburant bio, enfin durable qu'il faut pour l'aviation. Voilà la part des sols qui doivent conserver de la biodiversité ou rester des terres agricoles. Elle va nous dire voilà la part des phytosanitaires d'ici 20 ou 30 ans dans l'agriculture. Donc c'est des normes. Et puis elle fait des taxes ou des systèmes qui sont basés sur les prix du carbone. Par exemple les droits à polluer. Je dis pas que c'est pas efficace, mais ça ne porte aucune dimension de désir. Aucune dimension d'élan. Il n'y a pas ce grand rêve nationaliste chinois ou ce grand rêve industriel américain. Il y a juste des taxes et des normes. Donc c'est de la bureaucratie. Et dans les entreprises, c'est exactement la même chose. Malheureusement, l'ESG est en train de devenir une affaire de bureaucratie. Il y a un texte très important dans la vie des entreprises qui est en vigueur là, depuis le 1er janvier et qui sera pleinement en vigueur à partir de 2025, qui est le CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est un texte qui augmente l'exigence de reporting extra-financier avec des seuils 50 qui est millions de quasiment ingérable pour et c'est boîte, un cauchemar absolument infernal pour toutes les entreprises qui ne sont pas des entreprises du CAC 40. Si vous êtes une PME ou une ETI, c'est un cauchemar. Parce ça va faire la fortune des cabinets d'audit type Mazars, ils seront ravis. Ou bien des agences de notation environnementale, parce que évidemment là toute la bureaucratie, dès qu'il y a de la complexité et dès qu'il y a de la bureaucratie, il y a évidemment des rentes de complexité et des gens qui en vivent. Donc de la même manière qu'il y a des gens qui vivent de la complexité juridique, il y a des gens qui vivent de la complexité fiscale, ben là il y a des gens qui vont vivre de la complexité ESG.
Mais déjà, il y a un problème parce que ESG, ça ne devrait pas être associé à de la complexité. Et toute l'énergie qu'on va dépenser à faire de la norme, à remplir des formulaires, à faire signer des NDA, à identifier des fournisseurs, à essayer de mesurer au milligramme près les flux de carbone dans des entreprises, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux l'utiliser à repenser les modèles d'affaires comme le propose par exemple Fabrice Bonifay? C'est-à-dire à avoir des entreprises qui soient toujours performantes, parce que le cœur d'une entreprise c'est la performance économique, mais qui pour atteindre cette performance consomment moins de matière, moins d'énergie, moins d'eau, bref, respectent les limites planétaires. Et ça, c'est pas une histoire de reporting ou de bureaucratie, c'est une histoire de stratégie. Aujourd'hui, on fait de la bureaucratie alors qu'il faudrait faire de la stratégie. Et c'est pas impossible d'avoir des boîtes qui marchent très bien tout en étant sobres. Je vais prendre un exemple. La distribution d'eau. Aujourd'hui, si j'ai un opérateur qui me facture l'eau que je consomme chez moi. Il me facture de manière volumétrique, c'est-à-dire que plus j'ai consommé de mètres cubes d'eau dans le mois, plus la facture va être élevée. Demain, si on voulait vraiment être vertueux, cet opérateur, il pourrait continuer à gagner de l'argent, mais différemment. Déjà, il pourrait me proposer de faire un audit de toute ma robinetterie et de toutes mes installations et de m'installer à la place des robinets tels qu'ils existent, des robinets beaucoup plus économes en eau. Il pourrait me facturer cette installation. Donc ça serait une première source de revenus. La deuxième source de revenus, c'est que si dans l'année 1, j'ai consommé 100 mètres cubes d'eau, et que dans l'année 2, je n'ai consommé que 80 mètres cubes d'eau grâce aux installations que mon opérateur a fait, il peut me faire une facture de 90 € au lieu de 80 si on calcule juste au mètre cube, puisque c'est 1 euro pour un mètre cube, dans l'exemple que je prends. Donc il se rémunère sur le fait qu'il m'a fait faire des économies. Donc c'est du gagnant-gagnant. Pourquoi ? Parce que le consommateur, il paye 90 € au lieu de payer 100 €. L'opérateur, il s'est rémunéré sur le changement sur l'installation de la robinetterie, l'installation. Et maintenant, il se rémunère sur le fait qu'il arrive à faire des économies grâce à une politique de sobriété. Je vais prendre un autre exemple pour te montrer que ce n'est pas juste isolé à l'eau. Les autoroutes. Aujourd'hui, comment un opérateur d'autoroute se rémunère ? Il se rémunère au nombre de voitures qui passent au péage. Plus il y a de voitures qui passent au péage, plus il gagne d'argent. Donc il a intérêt à ce qu'il y ait le plus de gens dans les voitures, à ce qu'il y ait le plus de voitures possible, avec des gens seuls dans les voitures. Parce que plus les gens sont seuls dans les voitures, plus il y a de voitures qui passent au péage. Moi, j'ai toujours trouvé dingue qu'on n'ait pas des tarifs différenciés en fonction de autosolisme ou autopartage. C'est-à-dire que s'il y a 4 personnes qui sont 4 salariés d'une même entreprise qui partagent une voiture pour aller sur leur lieu de travail et qui empruntent un tronçon d'autoroute, le péage, il devrait presque être divisé par 4 pour récompenser ce comportement vertueux. De la même manière, il faut savoir qu'il y a une part très importante des gens qui passent au péage qui sont des abonnés. Pourquoi est-ce que on ne couple pas l'abonnement au péage autoroutier à un abonnement obligatoire au TER ou au transport en commun dans l'agglomération où on habite? Ça inciterait au fond les usagers de ces autoroutes à prendre les transports en commun pour les courtes distances, pour lesquelles il existe des moyens alternatifs. Donc tu vois, ce qui est formidable, c'est qu'on a plein d'opportunités pour réinventer les modèles d'affaires, mais on est en train de se planter en Europe parce qu'on se focalise que sur la bureaucratie, sur la compliance et sur la norme, numéro 1. Et numéro 2, on se focalise que sur des débats ultra idéologiques qui, moi, me saoulent profondément sur croissance, décroissance. Moi, je suis accroissant. Je m'en fous de savoir si on fait de la croissance ou de la décroissance. Ce qui compte, c'est de construire la prospérité. Mais le sujet, c'est pas de dire la décroissance. Le sujet, c'est de prendre secteur par secteur et entreprise par entreprise les business models et d'essayer de regarder concrètement comment est-ce qu'on peut continuer à être profitable, à payer les salariés, à se développer, tout en étant dans les limites planétaires et tout en étant aussi impeccable sur le plan de la cohésion sociale. Et ça, c'est enthousiasmant, parce qu'il y a tout un travail d'imagination, de créativité, qui consiste pas juste à passer entre les gouttes, mais qui consiste à réinventer l'économie au niveau le plus micro. C'est beaucoup plus intéressant que de faire des TEDx à n'en plus finir sur la décroissance. Et à quel niveau ça se joue ? Parce qu'en fait, je t'ai posé cette question, tu disais, dans l'ouvrage en tout cas, c'est très clair que ça se joue au niveau européen. Mais moi, je me pose vraiment cette question. Je me dis, est-ce que vraiment ça doit jouer au niveau européen ? Je crois pas que ça se joue à un niveau.
ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'il y a plein de niveaux et que tout doit s'interconnecter. Il y a une proposition très forte dans le livre qu'on fait et qui illustre bien que ça se joue à tous les niveaux. C'est le pass climat. Qu'est-ce que c'est que le pass climat ? C'est une proposition absolument majeure. Aujourd'hui, je veux changer ma voiture et acheter une voiture électrique. J'ai une prime à la conversion et un bonus écologique. Je veux faire isoler mon logement. J'ai ma prime rénov'. Je veux acheter une pompe à chaleur. J'ai une subvention pour acheter une pompe à chaleur. On a 50 guichets, 50 dispositifs, on est obligé de demander des devis dans tous les sens, on n'y comprend rien, c'est très complexe. Avec toutes les arnaques qui sont liées par ailleurs. Et ça coûte des dizaines de milliers d'euros et il y a beaucoup d'arnaques. Nous, on propose la création d'un pass climat, c'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, pour les auditeurs qui sont salariés, moi je suis salarié d'une entreprise, j'ai des tickets restaurants, des chèques déjeuner, des chèques vacances, des avantages mobilité. Et ben, il y a des boîtes comme Swile qui se présentent comme une sorte de compte bancaire sur laquelle il y a tous les avantages. Ben moi, nous, ce qu'on dit, c'est qu'au niveau européen, il faudrait qu'on crée un pass climat où on centraliserait en fait toutes les questions pour chacun liées à la transition. Donc changer les fenêtres, isoler le logement, acheter une voiture électrique, acheter un vélo électrique, un abonnement au transport en commun. Et comment est-ce qu'on payerait la base de ça ? On le payerait grâce à une taxe sur les très hauts patrimoines qui serait prélevée en une fois au niveau européen. C'est ce qu'a proposé Jean Pisani-Ferry dans son rapport. Mais là où... Donc taxer les riches, oui, entre guillemets. Mais pas que. Mais là où ça me permet de répondre à ta question... Là où ça me permet de répondre à ta question sur le bon niveau, c'est que ce compte de l'écologie, hein, mon espace écologie, ça pourrait s'appeler, hein, comme on a aujourd'hui mesimpôts.gouv.fr, hein, mes impôts ça s'appelle, hein, non, c'est ça, ou mon espace fiscal, impôts.gouv.fr. Je sais pas. Mais pourquoi on n'aurait pas monécologie.gouv.fr ou mon espace écologique ? Là où la proposition est intéressante, c'est que c'est pas juste l'Europe. L'Europe, elle pourrait mettre la mise de jeu pour changer le gros matériel, pour changer la voiture, pour isoler le logement. Mais ensuite, la France, l'Espagne, la Pologne, le Portugal, en fonction de leurs priorités, ils complètent. Et ensuite, Nantes, Montpellier, Paris, Alençon, en fonction de leurs priorités, ils complètent. Si Nantes, par exemple, veut promouvoir le vélo parce qu'il y a trop de voitures dans l'agglomération, ils ont qu'à rajouter une brique abonnement leasing vélo électrique pour tous les Nantais de plus de 18 ans. Ok, les branches professionnelles, la métallurgie, l'agriculture, etc., elles complètent. Les entreprises, si demain je suis une grande entreprise, par exemple dans l'agroalimentaire, et que je veux promouvoir pour mes salariés un usage durable, ben je fais un chèque déjeuner bio. En plus du chèque déjeuner, j'augmente le montant du chèque déjeuner à condition que ça soit du bio. Et ben je complète. Et tout ça, ça se passe au même endroit. Et donc tu vois que de la vie de l'individu, c'est-à-dire vraiment du dernier kilomètre, jusqu'à l'Europe où on fixe des objectifs de long terme pour faire face à la Chine et aux États-Unis, tout ça s'emboîte et tout ça se complète. Et là, on réinvente un contrat social autour de l'écologie. Le sujet il est passionnant, c'est dommage parce que je sais que tu dois partir, donc je vais pas te retenir trop longtemps. Je voudrais juste que tu nous expliques, parce que vous avez créé des boussoles pour le modèle chinois, le modèle américain, à quoi ça pourrait ressembler la boussole écologique du modèle européen ? Alors, il faut d'abord expliquer ce que c'est que la boussole écologique. Ouais. C'est que, comme on l'a dit, pour les auditeurs et les auditrices qui ont bien écouté, pour que l'écologie, ça marche, il faut que ça rentre dans un projet de société. Et une boussole, il y a 4 branches. Il y a le projet collectif, il y a le mode de gouvernance, c'est-à-dire comment on s'organise dans la société. Il y a l'économie politique, c'est-à-dire en gros comment l'économie est organisée, et puis il y a les relations internationales. Donc pour la Chine, le projet de société, c'est la civilisation écologique, c'est-à-dire en gros dire l'écologie, c'est une nouvelle étape de la construction nationale de la Chine. Le mode de gouvernance, c'est un totalitarisme vert, parce que on n'a pas eu le temps d'en parler, mais le crédit social va devenir un crédit environnemental. C'est-à-dire qu'en gros, les boîtes qui polluent trop, elles n'ont plus accès au crédit, elles sont mises au ban, et les individus, pareil. Donc ça sert à fliquer encore plus les gens. L'économie politique, c'est l'atelier du monde. C'est-à-dire, en gros, hier, on fabriquait les réfrigérateurs, les télés, maintenant, on va fabriquer les éoliennes et les pompes à chaleur. Et puis, la géopolitique, c'est les nouvelles routes de la soie. Bon.
L'Europe, c'est quoi ? Eh bien, l'Europe, nous, on propose un nouvel État-providence, parce que c'est l'État-providence qui est au cœur du projet européen, c'est-à-dire l'idée qu'on s'assure contre les risques. Il y avait un État-providence sur le social, sur les retraites, sur le chômage, etc. Avec le pass climat dont j'ai parlé à l'instant, on peut inventer un État social écologique. Donc ça, c'est le projet européen. Nous, on n'est pas dans la civilisation écologique chinoise, on n'est pas dans le messianisme industriel américain, on est dans l'État-providence social écologique. Ensuite, le modèle de gouvernance, là, c'est intéressant aussi, c'est pas un totalitarisme, c'est pas un mode vertical. Et c'est pour ça que le pacte vert de l'Europe, aujourd'hui, ne marche pas. Ça doit être une écologie du contrat, c'est-à-dire une écologie qui part des besoins et des problèmes des gens ou des entreprises, et qui doit s'adapter à la diversité des pays, des territoires, des secteurs. Par exemple, on a des longues pages dans le livre sur comment réussir la transition de l'agriculture. C'est évident qu'on ne va pas réussir la transition de l'agriculture juste avec des normes en disant voilà où doit être l'élevage dans 10 ans ou dans 20 ans. On y arrivera si chaque acteur prend sa part et s'organise différemment. Et si on arrive à répartir et à lisser les pertes. On n'a pas le temps de développer, mais c'est un sujet en soi. Ça mériterait presque une émission entière, la transition de l'agriculture. C'est vrai. Troisième dimension, l'économie politique. Nous, on dit il faut à la fois un choc industriel, comme en Chine et aux États-Unis, parce que sinon, l'industrie européenne va continuer à être détruite. Mais il faut aussi soutenir les classes moyennes et les consommateurs. Et ça, c'est le pass climat dont je parlais tout à l'heure. Et puis la dernière dimension, c'est la géopolitique. Longtemps, l'Europe, elle a cru qu'elle devait donner des leçons à la terre entière et qu'elle avait une supériorité morale. Ce temps-là a été révolu. Les pays du Sud sont désormais exaspérés par ce côté donneur de leçons. Donc l'Europe, il faut qu'elle se conçoive comme un espace réaliste, qui est en but à des adversités, qui a ses ennemis. La Russie en veut à l'Ukraine, mais elle en veut plus globalement à l'Europe. Et donc il faut assumer que l'Europe, c'est un espace parmi d'autres qui est en but à ses adversités. Mais elle a quand même, malgré tout, et c'est pour ça qu'on parle de concilier le réalisme avec l'universalisme, elle a aussi l'ambition d'aider les pays du Sud à réaliser leur propre trajectoire de développement écologique, parce que ni la Chine ni les États-Unis ne font preuve de cette solidarité. Parfait. Très clair. C'est con parce que c'est vrai que ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps cet épisode. Non, en vrai. C'est pour donner envie aux auditeurs et aux auditrices de lire le livre. Exactement, c'est un gros teaser. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Je veux claquer la porte à tous les vents mauvais, justement, tous les populismes, tous les mauvaises énergies. Aujourd'hui, en Europe, il y a trop de mauvaises passions. Et les deux mauvaises passions principales, c'est d'un côté l'aigreur. On parlait tout à l'heure de ceux qui ont l'impression qu'ils perdent, qui sont les perdants de la mondialisation, les perdants de l'écologie. Mais il y a aussi trop de culpabilité. On a colonisé, on a fait mal, etc. Moi, je pense qu'il faut sortir de ces deux attitudes. Il faut sortir de la culpabilité, il faut sortir de l'aigreur, et il faut retrouver un esprit de conquête. Il n'y a que l'écologie qui redonnera à l'Europe ses lettres de noblesse et son esprit de conquête. Parfait. Merci beaucoup, David. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.